Bienvenue à cette édition sur ESAE Télévision, le sommaire. C'est avec allégresse que le chef de l'État béninois a été accueilli ce mardi 3 novembre 2020 par les commerçantes et les populations. C'est à l'occasion de sa visite inattendue dans les marchés Ménotin et Bégamé en construction à Cotonou. À suivre dans cette édition l'ambiance qui a prévalu. Le Bénin a su gérer la crise sanitaire liée au coronavirus en adoptant des dispositions dites salutaires. C'est ce qu'il convient de retenir du colloque international tenu dans le pays il y a quelques jours. Reçu sur les causeries de Café Média Plus le 30 octobre dernier, le directeur général des politiques de développement du ministère du Plan est revenu sur le sujet. Le capitaine et gardien de ZAEFC, Marcel Dondinou, fait partie des joueurs retenus pour la double confrontation avec le Lesotho. C'est dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. La liste est fin prête. Michel Dussuet, le sélectionneur national des écureuils du Bénin, l'a rendu public ce mardi. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir à toutes et à tous. Le président Patrice Talon a effectué une visite inopinée ce mardi 3 novembre 2020 sur les chantiers de quelques marchés en construction à Cotonou, accompagné du ministre du Cadre de vie et de Développement durable, du ministre du Commerce et de l'Industrie et quelques collaborateurs proches. Le chef de l'État a visité les chantiers de Gori, PK3, Aïdjedo, Ologede et Ménotin. Il a constaté l'évolution des travaux sur ces chantiers. Notons que la construction des marchés vise à soulager les peines des commerçants des marchés et à favoriser leurs activités économiques. Talon 10 ans, ainsi scandait la foule de commerçantes, d'usagers et de curieux qui s'est amassée sur la voie pavée sise dans le marché Ménotin. Retour sur l'ambiance qui a prévalu avec quelques images.
L'Afrique de l'Ouest est en proie à de profondes déprimes de la gouvernance, entraînant un recul des principes et valeurs démocratiques. La tentation de troisième mandat anticonstitutionnel à travers des révisions de la Constitution de la part de bon nombre de présidents qui souhaitent se maintenir au pouvoir en serait la cause. Cette tentation crée le syndrome de la présidence à vie, selon Aboubakar Takou, journaliste analyste politique. Le désir irrésistible de briguer un troisième mandat subsiste dans la crainte qu'ont ses dirigeants d'être poursuivis et persécutés par leurs opposants après leur règne. Dans son argumentaire, il invite à œuvrer véritablement pour des institutions fortes en Afrique et prédit que si rien n'est fait pour rassurer Patrice Talon, ce dernier, malgré lui, n'y échappera pas non plus. Je vous invite à suivre Aboubakar Takou au micro d'Abdelkader Achiro. Qui l'eût cru que Patrice Talon se verra dans un contexte de chercher à renouveler son second mandat après ce qu'il a dit à son investiture? Personne. Aussi, devons-nous poser la question de savoir pourquoi la plupart des chefs d'État africains souscrivent à un troisième mandat comme pour s'éterniser au pouvoir. À l'analyse, il faut reconnaître qu'il y a un problème que personne ne maîtrise. Il y a le problème des institutions, de la force des institutions. Or, nous le disons de façon bancale et littéraire, qu'il faut des institutions fortes et pas des hommes forts. C'est faux. Ce sont les hommes qui font les institutions. Et la force de ces institutions dépend à coup sûr de la qualité des hommes qui les animent. Donc, pour ma part, j'estime et je pense qu'il faut des hommes forts pour avoir des institutions fortes. Patrice Talon, pour réussir ce qu'il a réussi, à savoir obtenir la fin des grèves ruineuses, avoir une assemblée qui puisse l'accompagner réellement, il a dû faire un peu dans la pression, dans un peu de dictature, une dictature salutaire. En le faisant, il s'est fait des ennemis. Il a dû faire sortir du pays certaines grosses illettrés qui, fort de leurs moyens financiers, ne pouvaient pas lui permettre d'atteindre ces résultats-là. Mais tous ces messieurs l'attendent au carrefour. S'ils quittent le pouvoir tôt, sans avoir instauré un système cohérent, fait d'institutions fortes et d'hommes forts pour les animer, eh bien, au sortir du palais, il sera confronté à une incertitude et son instinct de conservation sera menacé. Mais comme ce n'est pas facile de réaliser ce tournant, eh bien, il est obligé de chercher à revenir, non pas nécessairement pour continuer l'œuvre entamée, il le fera, c'est son style, mais pour s'assurer de ce qu'il ne va pas vivre un vilain printemps sous peu. Mais 5 ans, c'est vite passé. Hein. Dans 5 ans encore, il sera confronté au même problème, à savoir que ses adversaires en griffe qui l'attendent au sortir du palais sont toujours là, costauds, bien forts et animés par l'envie de se venger. Donc il va falloir pour lui, s'il n'a pas pu installer des décisions fortes, faire de Béninois costauds mentalement, des Béninois patriotes pour résister, avoir une justice forte, dynamique, indépendante, il sera obligé de négocier et au travers de la Constitution, un troisième mandat. Vous allez penser que bon, et le pouvoir, et ça change les gens. Non, le pouvoir ne change pas les gens, mais le pouvoir révèle la qualité intrinsèque d'un être humain. Aucun homme politique devenu président ne change. Mais pour négocier la présidence, eh bien l'homme parfois s'habille d'autres apparats pour plaire, mais une fois dans le fauteuil, eh bien sa personnalité est révélée, son être intrinsèque parle, agit, on le découvre. Donc Patrice Talon, c'est un être exceptionnel, mais ordinaire, qui a le même instinct de conservation que nous, qui a peur de l'inconnu, qui a peur de l'incertitude, et je le vois mal quitter en 2026 facilement s'il n'a pas certaines garanties. Et ces garanties, peut-être, à la suite d'une conférence, on peut les lui offrir. Mais sans ces garanties, aucun chef d'État africain ne partira de gaieté de cœur comme ça. On va toujours rester dans ce cycle infernal de troisième mandat, quatrième mandat, ainsi de suite, ainsi de suite.
Pendant que plusieurs pays instaurent un nouveau confinement dû à une nouvelle vague de contamination à la Covid-19, l'heure est au bilan ça et là. Dans ce contexte, le Bénin a abrité la semaine dernière un colloque international consacré au sujet. Au terme de cette assise internationale, il ressort que le Bénin a su gérer la crise sanitaire en adoptant des dispositions qui se sont révélées salutaires. C'est ce qui ressort de l'exposé fait par le directeur général des politiques de développement du ministère du Plan, le Dr Cyriaque Edon, au Café Média Plus du 30 octobre dernier. Il est au micro de Carles Kitome. L'idée, ce qui ressort globalement des assises, avec une étude comparative qui a été faite dans plus de 57 pays, on ressort que le Bénin fait partie des pays qui a mieux géré la crise, en partie, surtout le volet sanitaire. Et même sur le volet économique et social, le Bénin et le Togo s'en sortent comme étant les pays les plus résilients, ou qui ont vraiment plus résisté à ce choc-là. Et donc, voilà globalement ce qui en sort. Mais c'est vrai que lors de la présentation spécifique dès la première journée des mesures béninoises, le cordon sanitaire avait été salué comme étant une innovation, ainsi que le mode même global qui consiste à traiter les gens en dehors des centres hospitaliers habituels. Parce que les mettre dans les centres hospitaliers habituels aurait plus facilité la contamination, comme on a pu le voir dans les autres pays. Donc le fait d'identifier, d'isoler et de traiter a fait que le Bénin a les statistiques les plus faibles que vous pouvez voir en termes de contamination et de décès. Malheureusement, même s'il y a eu 41 décès, mais ça reste relativement faible par rapport aux autres pays. Là, il s'agit d'une étude conduite par la Banque mondiale, présentée par un expert de la Banque mondiale. Et ils ont travaillé avec les pays et collecté les données dans tous les pays concernés, aussi bien des pays en Amérique du Nord que des pays européens et des pays africains, et regarder éventuellement les critères de vulnérabilité, les peuples les plus vulnérables, comment les situations ont évolué durant la pandémie et combien il y a eu de contaminés, de décès et de guéris et tout ça. Donc, et analyser aussi la stratégie qui a été mise dans chaque pays. En fait, ce qui est assez formidable, le fait de mettre en place un cordon sanitaire, qui a été d'ailleurs copié par d'autres pays après, a permis au Bénin de circonscrire la maladie tout de suite. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'évolution même géographique de la maladie, on voit que c'est surtout dans la zone où il y avait le cordon qu'il y avait plus de contaminés. Ça a évité de propager la maladie à l'intérieur du pays, ce qui a facilité la prise en compte et le traitement qui s'ensuit. Donc c'est ça qui a été vraiment, et les mesures économiques et sociales que le Bénin a annoncées après, puisque beaucoup de pays ont reconnu dans les analyses que le fait de faire des transferts aux personnes vulnérables, le fait de faire des transferts aux entreprises, surtout du secteur informel, et d'accompagner les entreprises du formel, y compris les petites et moyennes entreprises, à maintenir leur emploi en payant jusqu'à 70% sur les 3 mois quand même des salaires des employés, en remboursant les frais d'électricité et d'eau, ça a permis de soulager les trésoreries. Mais parallèlement, le Bénin est en train de penser à des mesures beaucoup plus structurantes qui consistent à mettre en place le fonds de garantie et le fonds de bonification qui permet aux entreprises d'avoir accès au crédit, qui pourra être des crédits de fonctionnement pour soulager les comptes, et aussi ça pourrait être des crédits d'investissement et des crédits d'amortissement. Et donc ça permet aujourd'hui de voir un peu plus loin. Donc les entreprises pourront avoir des prêts à taux zéro et un apport de garantie de l'État, une partie de leur garantie qui sera couverte. Au thème de ce constat, il comporte de capitaliser l'expérience et s'en inspirer pour la postérité. Suivez le docteur Cyriaque Edon qui évoque les enseignements au micro de Carles Kitome. On a pris conscience que la Covid, personne ne sait quand est-ce que ça va s'arrêter, et donc il faut commencer par apprendre à vivre. Mais aussi aller au-delà de Covid, parce que ce genre de choc qui a commencé au niveau sanitaire s'est propagé progressivement au niveau social et au niveau économique. Il y a eu par exemple un panel qui a été consacré aux personnes les plus vulnérables, et ce qui montre que même si les enfants n'ont pas été atteints, puisqu'ils ont plus développé une résistance des jeunes à la maladie, par contre l'impact économique et social sur les filles et les femmes et les enfants les plus vulnérables s'est accru.
ils ont été plus touchés par les effets économiques et sociaux que par la maladie en elle-même. C'est la question, le fait qu'ils soient restés à la maison, comment ils font pour revenir à l'école. Dans certaines zones, en faisant même expérience sur ce qui s'est passé dans la zone d'Ebola, on s'est rendu compte que la violence basée sur le genre s'est accrue. On s'est rendu un fort taux de déscolarisation des jeunes filles. Et donc, c'est tout effort que les pays avaient fait pour sensibiliser les parents à envoyer leurs filles à l'école, parce que c'est quand même très important. Avec ces genres de pandémie, le retour est toujours beaucoup plus difficile et elles sont très vite déviées vers d'autres activités. Et même on a vu des grossesses augmenter dans les milieux des jeunes enfants, des jeunes filles. Et donc, tout ça, ces vulnérabilités, cette action ont été mises à mal par la maladie, même si les gens n'ont pas été touchés directement par la maladie. Et donc, en ce sens, il a fallu continuer à maintenir ces gens-là. Donc, certaines mesures qui ont été préconisées, c'est les transferts aux ménages. Certaines mesures, d'autres mesures, c'est le maintien, l'apport du numérique pour pouvoir faciliter l'accès à tout le monde et de façon équitable à l'éducation. Parce que la maladie est là, il y a encore des choses à faire. Il a été demandé d'intensifier les actions en cours actuellement, de renforcer la sensibilisation, parce qu'il y a un certain relâchement de la population qui se dit la maladie, comme il n'y a plus beaucoup, on n'est plus au pic, mais on remarque que ça recommence par monter, donc il faut vraiment sensibiliser les populations aux gestes barrières et aux gestes d'hygiène. Parce qu'après tout, comme dirait un des présentateurs, la Covid, c'est une maladie d'hygiène. Et la Covid nous a rappelé qu'il faut repartir vers ses habitudes et rester vraiment prudent et garder la vigilance. Il a été aussi recommandé au Bénin d'intensifier les mesures qui vont permettre d'avoir accès à l'éducation et que le retour à l'école ne lâche pas beaucoup de personnes sur le carreau. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus d'aller vers la digitalisation, le e-learning et l'apport de plusieurs méthodes qui peuvent être liées au numérique pour faciliter l'accès à l'éducation aux populations les plus démunies et à toutes les populations d'un niveau équitable sans qu'il y ait discrimination possible pour ne laisser personne de côté comme le préconisent les ODD. Qu'on voit au niveau de taux de prévalence et de contamination, il a été montré que dans la sous-région africaine, c'est l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya, par exemple, qui ont été les pays les plus touchés. Lorsqu'on regarde les impacts économiques, le Nigeria est en récession, ils vont y avoir des taux de croissance négatifs pour cette année encore. Et donc, ça, c'est des pays qui ont été les plus touchés. Et le Sénégal, l'impact sur l'économie aussi est plus fort. Par contre, il n'y a que le Bénin, par exemple, et le Togo, qui font partie des rares pays à avoir toujours un taux de... Même si les révisions ont baissé au niveau de la croissance, mais que ça reste les rares pays à avoir un taux de croissance positif. Donc voilà un peu quelques critères qui ont permis de faire ces classements-là. La publication des informations erronées, encore appelées fake news, déguisées en vraies informations, vise pour la plupart du temps à manipuler les opinions. Cette pratique est punie par la loi. Avocats et autres acteurs de la société en parlent. C'est un fait de société que l'on rencontre dans la société où l'autorité, les autorités administratives, bien celui qui porte la voix officielle, refuse de parler. Quand un problème se pose dans la société, que la population n'a pas une version officielle, il y a des individus qui lancent dans la masse une certaine rumeur, qu'on appelle en anglais les fake news. Et il revient à l'État, il revient à l'autorité de prendre la parole et de confirmer ou d'infirmer cette information. Mais quand l'autorité refuse de prendre la parole et de donner la version officielle des faits, la rumeur prend de l'ampleur. Donc c'est une forme de communication qui vient combler un vide que les populations ressentent quand il y a un problème. C'est pour dire au gouvernant que si on ne veut pas que la rumeur prenne de l'ampleur, il faut que chaque fois qu'il y a un problème, que l'on monte au créneau pour situer les populations. Parce que les populations ne sont pas tous alphabétisées, elles ne sont pas allées à l'école. Donc il y a de ces malins esprits-là qui en profitent pour manipuler les populations, pour les pousser à la révolte. Une rumeur, vous voyez, c'est pour considérer ça un peu comme une boule. Vous voyez, quand une boule roule, ça ramasse tout ce qui est sur son passage et ça s'enrichit de ça. Donc ça se actualise à travers ça. Et c'est le même fonctionnement avec la rumeur. Donc c'est comme une boulimie. Ça évolue comme ça et ça s'enrichit de faits nouveaux jusqu'à atteindre son destinataire. C'est du colpotage. On colpote l'information pour un objectif déterminé. D'accord? Donc, ça a un but.
Et le contenu du message aussi, c'est-à-dire on met un contenu à dessein, dans l'optique de faire passer un message autre peut-être que ce qui est. La rumeur n'est jamais innocente. Il y a toujours quelqu'un qui a entendu quelque chose, mais qui n'a pas tous les détails. Donc il envoie dans la masse une rumeur pour avoir le reste de l'information, pour confirmer cette dit. Donc parfois nous participons tous à confirmer la rumeur. De toute façon, les rumeurs, pour moi, c'est une bonne chose, parce que c'est des rumeurs que sortent finalement la vérité. Et souvent, les gens disent que quand il y a une rumeur, c'est que derrière, il y a quelque chose qui se cache quand même. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des rumeurs que sortent la vérité. Oui, il peut accourir des risques, mais le problème ici, c'est quoi? C'est-à-dire, quand moi je viens vers vous, par exemple, je dis, ah, vous avez entendu ceci, il paraît que ceci. Dès que je me réfugie derrière le « il paraît que » et autres, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, c'est difficile de pouvoir appréhender l'individu. Oui, il est difficile de connaître réellement l'auteur d'une rumeur. Parce que c'est quoi? Quand je dis X et que vous voulez répéter, vous dites Y. Et quand l'autre veut répéter, vous dites Y, Z. Donc, chacun ajoute sa part pour enfler la rumeur. Mais nous n'avons pas le droit. La justice peut punir celui qui a relayé la rumeur. Parce que pour relayer une information, il faut avoir les preuves tangibles. Le sélectionneur national des écureuils du Bénin, Michel Dussuet, a dévoilé cet après-midi la liste des joueurs retenus pour la double confrontation avec le Lesotho dans le cadre de 3e et 4e journée et des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Marcel Danginou, le capitaine et gardien de l'AEFC, figure dans le groupe des 24 écureuils, convoqués de même que son coéquipier Charbel Gomez, désormais sociétaire d'Amiens. Déjà absent lors du dernier match amical contre le Gabon, Stéphane Sessayon n'est pas sélectionné. Pour plus de détails, suivez Michel Dussuet. Dans les buts, nous aurons Saturnin Lagbe, Marcel Danginou, Fabien Farnol. En défenseur, Khaled Adenon, Youssouf Assogba, Sédou Barazé, Cédric Untonji, Manuel Imorou, David Kiki, Johan Roche et Olivier Verdon. Au milieu de terrain, nous aurons Jordan Aleotti, Jérôme Agossa, Matteo Alinvi, Cécile Almeida, Rodrigue Kossi et Mama Sebou. Sur les attaquants, nous aurons David Gigla, Jodel Dossou, Chabel Gomez, Steve Mounier, Michael Poté, Sebio Soukou et Anan Tidjani. C'est le meilleur gardien local, à mon sens. Donc à partir de là, c'est vrai que ce n'est pas les meilleures conditions pour lui puisqu'il n'a pas repris la compétition au même titre que tous les joueurs qui participent au championnat local. Maintenant, il a repris les entraînements, en tout cas, il est possible qu'il puisse s'exprimer dans de bonnes conditions. Après, c'est le 3e gardien. J'espère qu'il n'y aura pas... On souhaite tous qu'il n'y ait pas d'accident, ni pour Saturnin, ni pour Fabien. C'est toujours dommage de se passer de Stéphane, on sait la qualité qu'il a, on sait ce qu'il est capable d'amener à l'équipe et les différences qu'il est capable de faire. Maintenant, on parle de Stéphane quand il est aussi en condition. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'il est arrêté, qu'il n'est pas en activité. Donc, je pense que ce n'est pas un bien pour personne que de l'appeler dans ces conditions-là. Parce que même pour lui, il n'est pas prêt. Et n'étant pas prêt, il y aurait même un risque de contre-performance. Et vous seriez le premier à taper sur lui. Et voire même un risque de blessure. Et ce qui pourrait l'handicaper dans la recherche d'un club. Parce que pour l'instant, sa priorité, et la priorité, elle est là. Donc voilà un peu toutes ces raisons, même si je le regrette, j'espérais qu'il aurait trouvé quelque chose après le match du Gabon. Malheureusement, ça tarde à se formaliser. Donc voilà. J'espère que ça va vite se régler parce que d'abord, avant toute chose, il a besoin de retrouver un point de chute. Et je sais qu'il n'est pas bien tant qu'il n'aura pas retrouvé un club. Donc la priorité aujourd'hui pour Stéphane, c'est de retrouver un club, de retrouver les terrains et la compétition. Il y a des joueurs qui sont prévus en réserve, donc qui peuvent pallier les défections. C'est vrai que ma crainte, elle est là. Le Covid circule beaucoup actuellement en Europe.
Et je croise les doigts pour que nos joueurs soient épargnés par cette épidémie. Maintenant, on fera le bilan lundi prochain à l'arrivée de tous les joueurs. Tous les joueurs convoqués sont attendus le lundi 9 novembre 2020 à Cotonou pour démarrer le stage de préparation de la double confrontation avec le Lesotho. Le match aller va se disputer à Porto Novo le 14 novembre et 3 jours plus tard, le retour à Maseru au Lesotho. Le sélectionneur a présenté le planning de la préparation et les enjeux des deux matchs. Bien, le stage commence lundi 9. Nous avons rendez-vous, on va travailler toute la semaine jusqu'au match de samedi. Et dimanche, nous partirons pour le Lesotho par un vol affrété. Et nous rentrerons après le match. Voilà ce qui concerne le planning d'activité, en tout cas sur cette durée de stage. Oui, bien sûr, j'ai suivi pas mal de matchs. Je pense que le plus grand danger, c'est de penser que ça va être facile. Aujourd'hui, le Lesotho n'est plus une équipe qui prend des cartons comme il y a 5 ou 10 ans. C'est une équipe qui, si vous regardez son parcours lors des derniers éliminatoires pour la CAN en Égypte, mais qui n'est pas passé si loin que ça de la qualification. Ils n'ont pas perdu contre le Cap-Vert. Ils n'ont pas perdu contre la Tanzanie qui s'est qualifiée. Ils ont battu la Tanzanie chez eux. Ce qui les met dedans, c'est qu'ils ont perdu 2 fois contre l'Ouganda. Mais leur parcours mérite le respect en tout cas. Et moi, je m'attends à des matchs difficiles. Parce que tous les adversaires aujourd'hui en Afrique, vous savez, sont organisés, ils sont capables de faire de bonnes choses sur le terrain, ils sont capables d'être compétitifs, ils sont capables d'embêter les équipes. Donc, ne pas croire que ça va être une partie de plaisir. En tout cas, moi, tout le sens de mon discours, c'est de bien prévenir les joueurs, justement, qu'il faudra être à 100%, il faudra être hyper concentré sur ces 2 matchs si on veut atteindre notre objectif de prendre le plus de points possible. L'objectif, ce sera de prendre 3 points. Maintenant, j'ai évoqué un petit peu le sujet en disant que voilà, je m'attends à un match qui soit difficile. Après, peut-être qu'on le rendra facile, ça nous appartient aussi. On est supposé être favori sur ces rencontres contre le Lesotho. Maintenant, il s'agit d'être présent. On est capable d'embêter les équipes qui nous sont potentiellement supérieures. Maintenant, il faut être capable de battre les équipes qui nous sont potentiellement inférieures. Donc tout le discours, il est là. C'est une équipe qui est performante, c'est celle qui sait s'imposer contre des adversaires présumés plus faibles et accrocher les adversaires qui sont présumés plus forts. Nous sommes à la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci d'être restés à nos côtés. À très bientôt.